Alors me voilà maintenant dans la deuxième partie de ce petit exposé où je vais montrer les deux premiers vers du deuxième quatrain. Je redis une chose, je me limite dans cette exposition de ce madrigal au premier quatrain et aux deux premiers vers du deuxième quatrain, sachant qu'au total, c'est un madrigal assez développé bien sûr, il y a donc deux quatrains et deux tercets, autrement dit je traite 6 vers sur 14. Je fais moins de la moitié, mais je pense que déjà ici, il y a un contenu suffisamment intéressant, important, riche, qui permet d'aborder, d'entrouvrir le style de Monteverdi, de jeter un coup d'œil, un premier coup d'œil. Ça n'empêchera pas, évidemment, c'est une première initiation, et ça n'empêchera pas, par la suite, d'étudier plus en profondeur. Voilà. Alors, je ne vais pas évidemment résumer tout ce que je viens de dire précédemment, mais on l'a bien compris, j'ai assez insisté. Le premier quatrain est une évocation du calme de la nature. Hein. Voilà, et évidemment, ce calme de la nature qui est dans le poème, dans le texte littéraire, et va de pair, évidemment, est complètement lié à la musique de Monteverdi, qui est faite d'un grand calme, puisque, je le redis, je le rappelle, les deux premiers vers ne sont qu'un seul et même accord. Donc on est dans un statisme complet. Voilà, j'insiste d'autant plus que là, on aborde un élément tout à fait contraire. Je vais donc parler un petit peu de ces deux, pas trop longtemps, de ces deux premiers vers, je vais les lire d'ailleurs, et les détailler un peu comme j'ai fait précédemment. Voilà donc ces deux premiers vers du deuxième quatrain. Chose très remarquable, ce sont ces quatre premiers verbes. Veglio, penso, ardo, piango. Je dis tout de suite de quoi il s'agit. Bon, les internautes qui ont fait un petit peu de latin, un petit peu d'espagnol et éventuellement de l'italien, comme c'est le cas ici, savent que cette terminaison en O, ici, indique le présent de la première personne. Donc ce sont des verbes ce sont quatre verbes qui disent je veille, je pense, je brûle, je pleure. J'en profite pour signaler certains, pour illustrer mon propos sur l'influence de Pétrarque, parce que j'ai souvent évoqué l'influence de Pétrarque dans la littérature européenne et notamment française. Prenons par exemple un poème de Louise Labbé, j'y ai fait allusion, donc j'y reviens, j'ai fait allusion tout à fait au début de mon propos. Louise Labbé, cette femme du XVIe siècle, c'est vraiment le milieu du XVIe siècle, écrit ce poème, je le dis de mémoire comme ça, j'espère ne pas me tromper. Je vis, je meurs, je brûle et me noie. Je crois que c'est ça. Hein. Je vis, je meurs, je brûle et me noie. On a ici quatre verbes qui se succèdent à la première personne et au présent de l'indicatif. Je vis, je meurs, je brûle et me noie. Et puis il y a les deux premiers, je ne vais pas me lancer maintenant dans une analyse de Louise Labbé, mais enfin on est proche de ça. C'est pour ça que c'est intéressant aussi en tant que Français, enfin évidemment je sais que par de nombreux témoignages, je m'adresse à pas mal de gens qui ne sont pas français à proprement parler, hein, mais enfin, pour le français, pour le locuteur français, pour le francophone, la poésie française, ça n'est quand même pas rien, et il est bon de s'y référer. Donc je redis, je vis, je meurs, il y a cette opposition, vivre et mourir, je vis, je meurs, et puis les deux autres, je brûle et me noie. Évidemment, brûler, c'est une évocation de la chaleur extrême, et se noyer, c'est plutôt une image de l'eau, et donc du contraire de brûler, me semble-t-il. Voilà. Et bien ici, on a veglio. Alors je viens à ce texte-là, veglio. Veglio, c'est je veille, c'est-à-dire l'idée, c'est une idée qui s'oppose à l'idée précédente du sommeil. Pétrarque avait employé le mot sonno, qui est sommeil. La nature sommeille, elle sommeillait dans le premier quatrain. Ici, c'est le contraire, il est éveillé, c'est-à-dire qu'il ne trouve pas le repos. Traduction plus étoffée que le simple mot veglio, il contient l'idée qu'il ne trouve pas le repos que la nature, elle, trouve par opposition. Tant les éléments, le vent, la mer, etc., la terre, le ciel, eh bien lui, par opposition, veille, il ne trouve pas le repos, c'est un verbe ici qui exprime donc l'inquiétude. De la même manière, le deuxième, penso,
penso signifie tout à naturellement, on le comprend directement, je pense, c'est pareil, je pense, c'est-à-dire que je ne suis pas dans le repos, je suis constamment dans l'agitation des pensées qui m'assaillent et je ne peux pas trouver oui, je le répète, de repos, c'est-à-dire je ne peux pas interrompre cette rumination incessante. Voilà. Ardo, ardo, et bien d'ailleurs c'est là le quatrième verbe, le premier vers du poème de Louise Labbé est en troisième position, je vis, je meurs, je brûle, ardo, je brûle. Brûler, évidemment, est une image de surexcitation mentale et autres. Enfin bon, voilà, c'est clair, je ne vais pas me répandre là-dessus, je crois que c'est assez clair. Puis je ne suis pas là pour faire non plus une analyse du poème de Pétrarque en profondeur. Et piango, oui, ardo, qu'on soit bien d'accord pour les non-italianistes, ardo, on a la racine arde, on disait en ancien français jarde, arde, et ardent, jarde c'est je brûle, et ardent c'est brûlant évidemment, voilà. Donc on reconnaît bien veglio, veiller sont des mots latins hein, qui sont très proches de la langue française, veglio, penso, ardo, et piango, je pleure. Je fais tout de suite ici une petite remarque, c'est que ces trois verbes ici, chez Monteverdi, parce que finalement le madrigal de Monteverdi, moi ici j'explique, j'analyse un peu le texte, mais Monteverdi dans sa musique le fait, c'est-à-dire que les notes de musique, enfin les notes de musique c'est bête ce que je dis, mais enfin le traitement musical est aussi une analyse, une interprétation du texte. Et il oppose très nettement les trois premiers verbes veglio, penso, ardo au quatrième piango, qui a un caractère, je pleure, qui a un caractère beaucoup plus passif. Veglio, penso, ardo, c'est quelque chose de plutôt d'actif, je suis éveillé, je pense, je brûle, tandis que là, je pleure, il y a une espèce d'affaissement, si j'ose dire, un peu un relâchement de la pensée. Là, la pensée est constamment suscitée par toutes ces... Elle est traversée par mille éléments, et là, il y a l'idée « je pleure ». Voilà. J'y tiens parce que c'est directement lié au madrigal de Monteverdi, que je vais ensuite te montrer. Je fais une petite remarque, il y a quelques toutes infimes petites différences qui tiennent à des éditions différentes, etc. Je ne vais pas me lancer là-dedans, ça aurait un caractère un peu universitaire et très, voilà. J'avais déjà signalé, par exemple, que dans le madrigal de Monteverdi, le tout premier mot du poème est or, O-R, et il y avait le H dans la version de Monteverdi, le H qui est un latinisme et un archaïsme. Ici, il y a quelque chose de plus important encore, beaucoup plus important, parce que le mot est modifié complètement. Je tiens à le dire, c'est quelque chose d'un petit peu à part, mais je le dis par attachement à la langue italienne et à ses multiples facettes, c'est que Pétrarque ici n'a pas écrit veglio, il a écrit vecchio. Voilà. Évidemment, certains reconnaîtront à la fois une forme d'archaïsme, mais bon, cette forme-là n'est pas spécialement plus ancienne que celle-ci. La différence est plutôt une différence dialectale. Et certains, dans le sud de l'Italie, notamment en Sicile, reconnaîtront bien ces formes qui sont souvent prononcées comme vecchio, ou même peggio. Voilà. Certains se reconnaîtront, hein. Donc c'est un petit clin d'œil. Donc ce particularisme du Sud a été remplacé par quelque chose de plus toscanisant, veglio, et qui d'ailleurs est moins frappant. Vecchio, c'est évidemment un peu plus frappant que veglio, qui est plus doux. Peu importe, ça n'est pas ce qui a été recherché, et puis de toute façon, peut-être que ça n'était pas un choix de Monteverdi, je ne sais pas, peut-être que c'est aussi l'édition qu'il avait, puisqu'il y a des différences d'édition. Je continue. Donc d'abord, je résume ces quatre premiers vers, je les refais entendre, ils sont très importants. Veglio, penso, ardo, piango. Je fais déjà ici même des gestes, parce que je pense à un passage, déjà, évidemment, je vais m'y attarder, mais où les verbes sont présentés avec cette forme-là. Ces trois premiers, pas le dernier justement, avec cette forme-là. Voilà. On a ici
bien sûr, l'accent tonique est ici, veglio penso ardo piango, qui sera très long. Voilà. Je suis influencé moi-même en le lisant, ouais, c'est intéressant d'ailleurs, hein. Enfin c'est intéressant, pas moi, mais c'est que j'entends déjà ici le texte à l'aune, enfin avec en tête le madrigal, c'est-à-dire que c'est indissolublement lié. Hein, voilà, parce que je pourrais dire de manière plus modérée, peut-être je suis un petit peu veglio penso ardo piango, mais il écrit lui veglio penso ardo piango à un moment. Hein, voilà. Je continue dans l'explication du texte, un petit peu rapidement. Ici, un verbe très particulier, non pas si particulier que ça, sface. Non, il y a quelque chose de particulier dans sa conjugaison, c'est le verbe sfare, qui est, ça c'est un S privatif, enfin je ne sais pas si on peut dire privatif, mais qui indique le contraire de l'action. Fare, c'est le verbe faire, accomplir une action. Et sfare, c'est défaire, comme disfare, comme défaire en français, disfare, et donc sfare. C'est comme s'il y avait ici disfare, hein, défaire, voilà, je l'enlève parce que c'est pas du tout ça, c'est sfare et c'est le même type. Bon, alors maintenant, encore une fois, je ne vais pas faire des cours d'italien maintenant, c'est pas le sujet, mais j'indique aussi un particularisme, je ne sais pas si on doit l'appeler dialectal, mais enfin, la conjugaison ici, ce serait sfa, tout simplement sfa. Fa, c'est il fait, sfa, c'est il défait. Mais sface, c'est comme la conjugaison face pour dire je fais. Voilà. Donc le ace est une particularité dialectale et évidemment c'est une manière de rimer avec les verbes, enfin les mots qui c'était des verbes, oui, tace et giace. On s'en souvient, le vers 1 et le vers 4 du premier quatrain. On avait, je le redis, tace, giace, et ici on a sface. Donc l'élément rimant, si je veux dire, c'est bien ace. Et le A est long. Sface. Voilà, donc on sface. Donc, et qui mi sface, et celui qui, ou celle qui, ici en l'occurrence il s'agit de celle qui, c'est-à-dire une allusion à Laure, évidemment, qui est un personnage extrêmement connu de la littérature italienne, Laure en français, Laura en italien, évidemment, qui, de la même manière que la fameuse Béatrice, ce sont des choses extrêmement importantes à connaître d'un point de vue culturel. Dans la culture italienne, c'est absolument central. Laura, c'est le personnage féminin évoqué par Pétrarque, tandis que Béatrice, c'est le personnage féminin évoqué par Dante. Voilà, ce sont des personnages très importants. Et ce qui, ici, est celle qui me défait. Je traduis mot à mot, mais on peut le traduire comme ça. Et celle qui me défait, c'est-à-dire celle qui me détruit, enfin, celle qui me... Dans défaire, il y a défaite, hein, celle qui provoque ma défaite, la défaite de mon âme, enfin la défaite, voilà, et qui fait que je veille, je penso ardo piango, voilà, bien sûr. Et celle qui me défait, sempre, toujours, mais innanzi est devant moi, et celle qui me défait est toujours devant moi, mais est toujours face à moi, ça veut dire est toujours dans mon esprit, elle est devant moi, c'est-à-dire c'est ce que je vois, donc c'est ce à quoi je pense. Donc elle met sempre innanzi, qui fait que j'y pense sans arrêt et que je suis en éveil constant, je ne trouve pas le repos, que je brûle évidemment et que donc je pleure. Tout ça est très cohérent, ah, je le redirai après. Et puis, et celle qui me défait, mais toujours devant moi, c'est l'objet que j'ai devant moi. D'ailleurs, entre parenthèses, un objet en latin signifie, le mot en allemand est le même, je crois que c'est Verstand en allemand, l'objet c'est la chose qui est devant, c'est ça que ça veut dire, c'est la chose qui est devant soi. Donc un objet c'est la chose, d'ailleurs en français au XVIIe siècle, on parlait de la femme et de l'amour en parlant d'un objet. Quel objet? C'est-à-dire quelle femme? Attention, loin de moi l'idée de parler d'objet au sens moderne. C'est l'objet, c'est-à-dire l'élément auquel je pense, l'élément que je vois. Hein, entendons-nous bien. Pas de confusion surtout. Voilà.
tout ça est très cohérent, donc il faut le comprendre. Per mia dolce pena. Alors pour ma douce peine. Alors ici, il y a ce qu'on appelle un peu un oxymore, hein, c'est-à-dire peine, c'est bien la peine comme en français. Encore une fois, ici, on a la rime avec affrena et mena, qui étaient les vers 2 et 3 du premier quatrain. Là, on a peine, et je disais une opposition, un oxymore entre les deux termes, une douce peine, quelque chose qui fait mal et qui est doux. C'est un peu un programme de ce qui sera, et pourtant c'est un poème du XIVe siècle, mais qui va beaucoup imprégner l'esprit baroque pour le coup, oui. Par exemple, j'ai un peu peur de me tromper dans le terme, mais c'est pas grave, on peut le vérifier facilement après, on retrouve. Hein. Il y a un très beau texte, par exemple, de Monteverdi, si dolce il tormento, c'est-à-dire si doux est le tourment. Ici, on parle d'un tourment doux, un tourment qui est doux, donc c'est vraiment typiquement un oxymore. Et ici, dolce pena, c'est la même chose. Et c'est un peu l'image de l'amour baroque. Hein. Et pourtant, encore une fois, Pétrarque, c'est le XIVe siècle. Bon. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Petit détail, ce sont des détails que je signale, c'est que dans le texte de Monteverdi, il y a 2 N, c'est innanzi, alors que dans le texte de Pétrarque, il n'y en a qu'un. Voilà. Je signale une autre chose que j'avais déjà, à laquelle j'avais déjà fait allusion dans mon étude du premier quatrain, c'est ici. Ça, c'est très important, je le signale dès maintenant. Ces 2 voyelles sont prononcées dans le même souffle. Il va se trouver d'ailleurs qu'on va avoir même des valeurs brèves, comme des croches, qui feront main. Donc on a tout ça, c'est une seule consonne. C'est une seule syllabe. Mais, in. Donc c'est main. Ça se prononce en un seul. Mainanzi. Mainanzi. Donc on a les voix. Pardon. Les syllabes sempre, mainanzi, per mia. Même chose ici, en italien mia, on dit mia, il y a bien mia. Là c'est mia, et c'est pas accentué. Per mia dolce pena. Je le redis encore une fois pour que tout soit très clair. Veglio, penso, ardo, piango, e chi mi sface sempre mainanzi per mia dolce pena. Voilà. Je vais donc effacer ce tableau. Je vais signaler à l'avance pour que ce soit clair, parce que c'est un propos, je pense, que j'ai, qui est un petit peu touffu, dirons-nous. Voilà. Je parle de pas mal de choses en même temps. Peut-être que les idées se télescopent un peu chez moi-même. Donc j'annonce un petit peu le plan de ce qui va suivre. Je vais montrer la section du madrigal de Monteverdi, qui est une première section extrêmement brève, enfin assez brève, qui comprennent ces 4 verbes. Et puis après, deuxième section, je l'annonce à l'avance, qui a un plan assez structuré, où les 2 ténors, donc nous sommes bien à 6 voix, les 2 ténors vont se mettre à chanter seuls tous les 2 à la tierce, c'est-à-dire de cette manière. Do, mi, si, ré, voilà. Et ils vont chanter ça, et qui mi sface, etc., tout ça. Et ils vont le redire plusieurs fois, à vrai dire 5 fois. Et ça sera très très intéressant, mais j'en parlerai après, je ne vais pas anticiper. Ces 2 ténors vont chanter seuls ce texte-là de manière très fluide avec des valeurs brèves, et les autres voix, les 4 autres voix, ponctueront à chaque fois veglio, penso, ardo, piango. Donc, deuxième partie, donc, la partie avec les 2 ténors et les ponctuations des 4 autres voix. Et puis après, il y aura une petite section très courte qui est un genre de résumé où un des 2 ténors, je crois que c'est le ténor 1, ténor 2, pardon, peu importe, chante directement ça et on finit sur une belle cadence. Et puis, j'ai une 4e section où les 6 voix, d'abord 4 puis 6, reprennent l'ensemble de cette fin pour en faire une très très belle cadence et qui finira sur Mia dolce pena. Voilà donc 4 petites parties. Voilà donc, maintenant j'aborde le texte de Monteverdi, je délimite bien, comme je viens de le dire, les 4 sections. Je l'écris sur le tableau que ce soit très clair. Première section, section A. Il y a ici 4 voix, ce sont les 4 voix du dessus, hein, et on est à 6 au départ, il y a 2 voix qui se taisent, les 4 voix. Et, premier élément chez Monteverdi, qui est une modification du texte, mais j'en parlerai plus dans la section B. Enfin, ça n'est pas une modification, entendons-nous bien.
Je ne parle pas de modification, mais je parle de liberté, et je sais que là c'est constamment le cas chez Monteverdi, mais chez tous les compositeurs, y compris tous les franco-flamands qui ont précédé au XVe et au XVIe siècle. Ça n'est pas une originalité qui lui est propre, c'est qu'il y a une liberté de traiter le texte et de répéter des mots, voire de les répéter beaucoup. D'une part, les répéter, d'autre part, répéter dans un vers ou dans une phrase, un fragment. Donc je vais répéter par exemple les 3 premiers mots 2 fois, 3 fois, et puis je vais le redire en entraînant toute la phrase, en la faisant se suivre. Voilà, il y a ça. Il y a aussi le chevauchement des mots, c'est-à-dire qu'à certains moments, certains, dans le chant, certaines parties, certaines voix vont chanter certains mots, certains extraits du texte, tandis que d'autres voix vont redire certains mots qui vont surgir comme ça au moment où les autres voix énoncent de manière linéaire. Certaines autres voix, on va le trouver, donc je finis mes phrases quand même, vont chanter de manière un peu, des fois un peu percussive, le mot est trop fort, mais enfin de manière un petit peu lancer comme ça certains mots en même temps que la phrase se déroule. On va le trouver beaucoup chez Monteverdi, donc je l'annonce un peu à l'avance, et j'annonce cette liberté. Ici, on va trouver dans les 4 sections, oui je ne me trompe pas, surtout dans les 3 premières, les 4 verbes, je le redis, veglio, penso, ardo, piango. On va trouver, je me répète un peu, mais je crois que c'est important parce que je veux être vraiment clair, je veux apporter quelque chose, une vraie compréhension des choses. Voilà. On a les 3 premiers, puis le 4e qui est à part. On a d'une part veglio, ardo, veglio, penso, ardo, et puis un 4e qui est piango. Mais les 4 premiers, les 3 premiers deviennent 4 parce qu'il dit systématiquement 2 fois le premier. Je résume, j'aurai donc veglio, veglio, penso, ardo, et après j'aurai le piano. Donc c'est le cas ici. Ici on a les 4 voix qui chantent un bel accord parfait majeur de Ré majeur, Ré, Fa dièse, La, Ré, veglio. Voilà. Veglio. Je rappelle qu'en italien, le G-L-I se prononce lieu. Veglio. Et le deuxième est encore veglio. Veglio. Celui-ci c'est penso, puis ardo. Voilà. Petite remarque, alors bon, on analyse, mais alors là j'analyse, c'est beaucoup dire, je fais qu'observer les accords, ils sont d'une simplicité absolue. Ce sont des accords parfaits majeurs à l'état fondamental. Accord de Ré majeur, Ré, Fa dièse, La, Ré, à l'état fondamental à 4 voix, dans cette position ramassée qu'on a déjà étudiée en écriture proprement dite, fondamentale, tierce, quinte, Ré, Fa, La, et encore Ré, fondamentale, tierce, quinte, fondamentale. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas de travail d'enchaînement entre cet accord de Ré. Je finis mes accords d'abord, accord de Ré, accord de Sol majeur, Sol, Si, Ré, Sol, accord de Do majeur, Do, Mi, Sol, Do. Puis accord de Fa majeur, cette fois-ci dans une écriture différente. J'ai oublié une petite chose, ça, ce sont des unissons. On n'est donc pas à 3 voix, on est bien toujours à 4 voix. Dans la position la plus fermée de l'accord, que j'aime bien moi personnellement d'ailleurs, c'est-à-dire Fa, La, Do, tout à fait fermé, fondamentale tierce quinte, avec le Fa, la fondamentale doublée sous forme d'unisson, chanté à 4 voix par basse ténor. Je redis ce que je voulais dire. Je disais qu'il n'y a pas de travail d'enchaînement. Ces accords se succèdent les uns après les autres. On n'enchaîne pas des accords comme ça. S'ils étaient vraiment enchaînés, ce ne serait pas comme ça. C'est le contraire des règles d'enchaînement, puisque ce sont des octaves consécutives, des quintes consécutives, on est bien d'accord. Hein. Ré, La devient Sol, Ré, devient Do, Sol. Bon, voilà, une part, d'autre part l'octave ici, Ré, Ré, devient Sol, Sol, devient Do, Do. Donc ça n'est pas écrit selon les règles d'enchaînement. Ces accords sont entendus comme des blocs, entrecoupés de silence, un autre bloc, entrecoupé de silence, encore un autre bloc. Donc ici, ils sont vraiment, je me répète, il n'y a pas de travail d'enchaînement. Le travail d'enchaînement s'effectue ici, oui. Là, il y a un véritable enchaînement. C'est-à-dire que si je dois enchaîner à la basse Do puis à la basse Fa, j'ai bien Do, Mi, Sol, Do, Do monte sur Fa, Mi monte sur Fa, unisson. Le Sol monte sur La, le Do reste Do. Ici, c'est un véritable enchaînement. Mais encore une fois, ici, non. Alors voilà aussi une petite chose, je signale, il faut le remarquer, c'est tout à fait une chose
qui n'est pas d'une grande importance, mais voilà, il y a ici un désir de faire entendre ces verbes assénés comme des blocs. Ces accords sont un peu comme des blocs qui sont lancés comme ça, et ils ne subissent pas, si tant est qu'on doit dire subir, les règles d'enchaînement. Autre chose, il s'agit bien, autre observation, d'un accord de Ré, d'un accord de Sol, d'un accord de Do et d'un accord de Fa. Eh bien, il s'agit, je le fais remarquer aussi, de la chose la plus simple dans l'écriture tonale, c'est-à-dire l'enchaînement par quinte. Ré est la quinte supérieure de Sol, autrement dit Ré est la dominante de Sol. C'est un peu comme si on avait une cadence parfaite. On n'en parle pas vraiment ici, il ne s'agit pas de cadence du tout. Et puis encore une fois, la règle d'enchaînement n'est pas du tout respectée, donc c'est pas vrai, c'est pas une cadence. Mais enfin, l'accord de Ré majeur est bien l'accord de dominante de Sol. À son tour, l'accord de Sol est bien l'accord de dominante de Do. L'accord de dominante, encore une fois, est l'accord de dominante de Fa. Alors là, ça n'est pas des dominantes qui s'enchaînent à des toniques, qui eux-mêmes jouent à leur tour rôle de nouvelle dominante, une nouvelle tonique qui suivra, mais c'est quand même une belle chute de quinte. Ré, Ré, Sol, Do, Fa. Ici, des cartes ascendantes. Hein. Ré, Sol, Do, Fa. Et il y a quelque chose qui monte aussi, qui est intéressant, qui culmine avec le verbe ardo, je brûle. C'est-à-dire qu'il aurait pu imaginer, on pouvait très bien imaginer une écriture, c'était tout à fait faisable, de le faire dans l'autre sens, par exemple de partir plus haut et de descendre. C'était tout à fait faisable. Là, il écrit donc ça, Ré majeur, Sol majeur, Do majeur, Fa majeur. Voilà. Il aurait pu, on pourrait imaginer ça, Ré majeur, Sol majeur, voilà, etc. Il le fait en montant, c'est-à-dire qu'il souligne par là la tension vers quelque chose qui va être senti comme cette espèce de défaite qui est piango. On est d'accord, hein? Donc tout ça est extrêmement cohérent. Je fais remarquer en le jouant au piano, on l'entend ici, on entend bien des blocs, 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 et on entend déjà quelque chose qui devient, si j'ose dire, plus sensible. Sur ardo, il y a quelque chose de plus, qui exprime plus le sentiment. Veglio, veglio, penso, c'est quelque chose, c'est vraiment asséné, j'emploie le terme asséné. Hein. Veglio, 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 3, 4, penso, tappa. Alors on est bien d'accord, ça fait ça. Et là, c'est quelque chose de plus ténu quand même. On sent une espèce de fragilité qui se fait sentir dans l'enchaînement et dans le fait que l'accord de Fa soit plus refermé. Je le pense personnellement. Je fais une autre remarque. Certes, il est bon, j'assume ce que je dis, de séparer ce passage de l'ensemble de tout le madrigal pour pouvoir l'observer, c'est très important, mais il ne faut pas pour autant oublier le contexte qui précède. Qu'est-ce qui finissait ici? Je l'ai pris dans une autre couleur qu'on fait bien. Qu'est-ce qui finissait la première section du premier quatrain? On était sur un accord, il ne faut pas l'oublier, un accord de La majeur, qui était à 6 voix. On s'en souvient bien, bien sûr. La, do dièse mi, la, do dièse mi. Donc, cette succession par quinte était précédée elle-même de La qui en faisait partie, finalement. Voilà, j'y tiens. Hein. On était sur La, on arrivait sur La. Voilà l'accord de La. Dans quelque chose qui était... Bon, là, j'ai joué vite quand j'ai joué ces verbes, j'appelle ça ces verbes. On était arrivé sur quelque chose qui était un grand repos. C'était la fin de cette section qui évoquait le repos, et particulièrement sur l'accord majeur, puisqu'on ne se repose jamais vraiment complètement en finale sur un accord mineur. Il y a une forme d'instabilité de l'accord mineur quand même. Surtout à l'époque, c'était ressenti très fortement du fait de la résonance naturelle. Là aussi, j'y tiens particulièrement, je le signale. Attention, certains croient que c'était un style, que c'était une marque d'époque de finir en majeur avec la fameuse tierce picarde. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est que quand on chante en mineur, c'est magnifique, c'est très bien, il y a beaucoup de choses en mineur, je connais ça dans certaines polyphonies traditionnelles, j'en parlerai peut-être, où on chante plutôt toujours en mineur, même, eu égard à l'aspect tragique des textes chantés, c'est plutôt mineur, mais la finale est toujours majeure. Mais c'est simplement parce que quand on est sur une finale, l'accord tient comme s'il y avait ce qu'on écrirait à l'écrit point d'orgue. Eh bien, on ne peut pas chanter une tierce mineure parce qu'elle frotterait trop dans la résonance avec la tierce. On ne peut pas écrire de tierce mineure, je me dis.
on écrit une tierce majeure parce que la tierce mineure serait entendue comme fausse d'une certaine manière, ne correspondant pas à la résonance. Donc voilà. La section précédente se termine par cet accord de la majeure. Et puis on a, je compte, hein, voilà, etc. Il ne faut pas forcément faire un mouvement beaucoup plus rapide. Alors là, je reviens à une petite réflexion que j'avais faite. Le madrigal chez Monteverdi, enfin tout ce qui est madrigal, tout ce qui est même polyphonie en règle générale, il n'y a pas de carcan métrique. Enfin, il y en a un, bien sûr, il y a des sections entières qui sont très mesurées, qui sont très en mesure. Mais on a une certaine liberté, bien sûr, mais comme dans toute la musique d'ailleurs, hein, comme dans toute la musique. Ici, on va plutôt, comme on dit quand on écrivait sur les partitions, avancer, il faut avancer. On peut alanguir un petit peu le débit, surtout à la fin du premier quatrain, et là, il y a quelque chose qui avance et qui est beaucoup plus dynamique. Hein. Voilà. Alors, maintenant, quatrième verbe, qui ici est donc le cinquième, puisque veglio a été dit 2 fois, le verbe piango. Alors, première remarque à laquelle je tiens, c'est que c'est ici piango. On a ici, on le voit, il est très 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 étiré. Piango, oui c'est ça. Go. Donc la première syllabe, c'est une ronde, enfin ça vaut une mesure entière. Mais elle commence à la voix supérieure à l'avance. Ça, on le trouve beaucoup chez Monteverdi. Et ça exprime, c'est vrai d'abord, l'individualité. C'est-à-dire que là, il y a un seul chanteur qui dit « je pleure ». Alors certes, il est repris par les autres pour créer l'harmonie et la polyphonie, oui, bien sûr, mais le fait qu'il soit seul est important, c'est-à-dire c'est l'individu qui s'exprime. Il y a un élément aussi très important, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus, mais c'est l'émergence de l'individu à la fin du XIVe siècle, avec Pétrarque notamment. L'individu prend une part très importante. On n'écrivait pas beaucoup ses mémoires, on ne parlait pas beaucoup de soi à l'époque médiévale, à l'époque de la scolastique médiévale. Ça n'était pas l'humain qui était à la place, c'était la figure divine qui était première. Chez Pétrarque, il parle beaucoup de lui, si je veux dire, et il prend comme modèle quelqu'un qui est emblématique au IIIe siècle, qui est Saint-Augustin, puisque Saint-Augustin a écrit ses mémoires. Mais après, on n'écrit pas ses mémoires à l'époque médiévale. Le Canzoniere est un peu, ce ne sont pas des mémoires, mais enfin, c'est quand même lui qui est un peu au centre. Voilà. Et donc, il y a l'émergence de l'individu. Ça sera une des caractéristiques de l'humanisme, de ce que sera aussi la Renaissance. Enfin, l'humanisme et la Renaissance, c'est un petit peu la même chose. Mais enfin, l'humanisme, c'est une manière de mettre au centre l'individu. Peut-être pour son malheur, je ne sais pas, je ne ferai pas de commentaires. Mais enfin, c'est un fait. Et là, chez Monteverdi, on peut peut-être trouver drôle que j'expose cette thèse, en quelque sorte, à partir d'une seule note du texte. Eh bien oui, quand même un peu, oui. Parce que là, c'est très intéressant, parce que finalement, c'est un texte de quelqu'un qui parle à la première personne, avec ses « oh », ce sont bien des premières personnes, « je veille »,« je pense ». Je brûle, je pleure. Donc c'est bien une première personne. Alors, il y a une petite contradiction parce qu'on est 6 à chanter. On est 6 à dire je. Ou 4 ici, je. 4 voix à ce moment-là. Eh bien à un moment, il y a une voix qui ressort et qui marque cette individualité. Et on l'entend beaucoup, hein, on l'entend beaucoup. Alors j'ai un petit regret qui me vient en tête, ça n'est pas très grave, il suffira d'y prêter attention. C'était déjà le cas dans le premier quatrain. Il y avait donc ces accords qui étaient à 6 voix, et à un moment, il y a une voix qui reste seule. Et on l'entend, quand on entend le madrigal, c'est même un peu, pas choquant, mais c'est remarquable, on l'entend, c'est-à-dire qu'on entend ces 6 voix qui chantent, à un moment, tiens, il y en a une qui est seule, tout le monde se tait, puis elle est seule. C'est un petit peu la voix du poète ou la voix du musicien, c'est la voix de Pétrarque, la voix du texte poétique, et ici c'est le cas. Je tiens un petit peu à ces détails qui finalement n'en sont pas. Alors, ce piango ici, ce quatrième élément, donc le cinquième du fait de ces 2 fois veglio, je ne vais pas l'analyser tout de suite, je le fais remarquer simplement, c'est un très beau repos sur dominante. Ici, on serait, enfin, je ne vais pas dire on serait, on est en ré mineur en fait, hein, on était quelque chose qui serait du fa majeur, je dis qui serait parce que de toute façon, le contexte est insuffisant pour affirmer que c'est du fa majeur. On a un accord de ré, un accord de sol, un accord de do, un accord de fa.
Et ici, on est bien donc en Ré mineur, puisque j'ai un repos sur ce qui est dominante, c'est-à-dire La, Do dièse, Mi, La, accord de La majeur. Ici, cet accord de La majeur n'est pas un accord de tonique de La majeur, bien sûr, puisqu'on a un Si bémol, enfin on a des éléments qui n'appartiennent pas à La. C'est bien une dominante, c'est bien un repos. Alors, ce qu'on appelle en langage harmonique moderne, langage qui vient du 19e siècle, donc qu'on pourrait critiquer, mon emploi, on pourrait le critiquer dans l'analyse de Monteverdi, ce serait un peu un anachronisme, mais bon, je le fais quand même parce que de toute façon la réalité est celle-là, c'est un repos sur l'accord de dominante de Ré mineur, l'accord de La majeur, chiffré dans le chiffrage, dièse ici, qui signifie La, Do dièse, Mi, La. Repos sur dominante, c'est-à-dire demi-cadence. Donc, c'est-à-dire cadence. Là, c'est une vraie cadence. Et je fais remarquer, je le développerai après, tout à fait à la fin de l'exposé, parce que ça alourdirait trop le propos maintenant. Mais il va falloir bien observer cette cadence que je représenterai. Je présenterai à nouveau. En tout cas, ici, on a bien... Je le fais remarquer aussi, parce que la fin du premier quatrain, on a trouvé ça. 6e degré dominante. Hein, c'est-à-dire le repos sur dominante, non pas par 4, 5, en Ré mineur, ce serait Sol, La. Non, ça n'est pas Sol, La, c'est Si, La. Hein, on est bien d'accord. C'était la même chose dans le premier quatrain, quand on était en La mineur, finissant sur accord majeur, qui est la fameuse tierce picarde, mais c'est quand même du La mineur, l'ensemble c'est du La mineur, bien sûr. On avait non pas Ré, Mi, La, je l'ai déjà bien dit, on avait Fa, Mi, La, 6e degré, chiffré 6, donc accord de sous-dominante, en fait, 6e degré, chiffré 6. Fa, Mi, La. De la même manière ici, on a Si bémol, La, qui aurait pu être Ré si ça avait été une cadence parfaite, mais là c'est un repos sur dominante. Je signale, j'insiste sur cet aspect, ça sera d'une grande importance et je le développerai tout à fait enfin. Voilà pour la première section de ces 4 verbes qui sont 5 désormais chez Monteverdi.